Bonsoir chers amis, merci de me recevoir chez vous. On est en pleine campagne du deuxième tour des élections législatives. Je pense qu'il faut enrichir le débat au lieu d'écouter les mêmes qui racontent les mêmes plaisanteries. Je pense que le programme de Jean-Luc Mélenchon est crédible. Ça a été signé par plusieurs économistes. Il faut aussi regarder le poids et démographie de la France et puis son poids économique. Donc c'est là qu'il faut aller creuser. Essayez de vous connecter, hein, on va enrichir le débat. Je pense que ce pays a besoin de changements. Pour reprendre, en tout cas, les propos d'Edouard Balladur, qui a été un Premier ministre, un très bon Premier ministre, que Mitterrand respectait beaucoup. De toute façon, Mitterrand a pu le mettre en compétition entre l'homme qui était, en tout cas, passionné par la privatisation de l'économie française, Balladur, et puis l'autre qui avait l'essence des entreprises, disons, de l'économie publique, qui n'avait pas pu à l'époque, Chirac privatiser TF1, non, la chaîne, oui, de la chaîne numéro 2. Et donc voilà, c'est comment Mitterrand a pu travailler avec ces deux premiers ministres qui ont eu à faire la coexistence, la cohabitation avec lui. Donc il faut enrichir le débat. Il faut commencer un peu de tirer les débats vers le haut. Ce n'est pas ces débats des chiffonniers. Je pense qu'il ne faut pas perdre la politique de la France à l'extérieur. C'est un mépris pour la France. Maintenant, si on fait débattre, il faut venir débattre en France. Alors, c'était une façon d'introduire les débats. Il faut qu'on aille un peu, qu'on vole un peu plus haut. Moi, je pense que ça vole bas. Il y a eu monsieur... Essayez de vous connecter, on va enrichir ce débat du deuxième tour. Le pays a besoin de changements. Et Balladur, à l'époque, a eu raison de ne pas mettre tous les œufs dans le même panier au risque de les voir cassés. Et c'est ça qu'il s'agit aujourd'hui parce que Macron le voit. Et la façon même qu'il a changé de gouvernement, c'est un peu inédit. Moi, je pense qu'il aurait attendu le deuxième tour pour changer son premier ministre. Voilà, sa première ministre est en difficulté. Je pense qu'elle aura du mal à gagner l'élection dimanche parce que les Français veulent équilibrer le pouvoir dans ce pays. Donc, s'ils veulent qu'il y ait le changement, il faut commencer par éliminer la première ministre, puisqu'ils ne veulent pas entendre la cohabitation. Bon, alors je reviendrai essayer de vous connecter. C'était un essai pour mesurer un peu, en tout cas les décibels au niveau des micros. Je vous attends que vous vous connectiez. Donc on aura ce débat du deuxième tour des législatives en France, parce que ça ne vole pas très haut. On nous ramène à des petits débats comme ça. Donc je pense que on va essayer de montrer à la face du monde que, et finalement, le programme de Jean-Luc Mélenchon est crédible parce que c'est signé par plusieurs économistes, y compris moi-même. Et donc, on va apporter des éléments nouveaux et pour ne pas faire peur aux Français parce que la Ve République est prête pour, en tout cas, la cohabitation. C'était rejeté par 3 fois. Donc, il ne faut pas faire peur aux Français. Il faut qu'on aille vers cette cohabitation parce que M. Macron, il a passé un mois à chercher à nommer une femme à Matignon, dans la rue de Varennes. Donc, c'était pas ça. Les Français parlent du pouvoir d'achat. Ils veulent avoir le prix de l'essence à moindre coût, à un prix abordable. Maintenant, si on veut nous amuser, à changer le gouvernement, alors que c'est un contretemps. Il ne fallait pas changer le gouvernement, il fallait attendre cette majorité. Donc, ça pose un problème au niveau, en tout cas, de Macron, parce qu'il sait que si la gauche obtenait la majorité pour gouverner ce pays, donc c'est un désaveu pour lui. Et puis, il lui restera la seule carte de la dissolution pendant 2 ans. Donc, il faut, en tout cas, accepter cette cohabitation. Ça ne pourra que faire du bien à la France. La France est un grand pays. On ne parle que de la France dans le mauvais sens, alors que la France, avec un peu plus de 60 millions d'habitants au 1er janvier 2021, la France se classe.
deuxième dans l'Union européenne en termes de population. Derrière l'Allemagne, son poids démographique a une incidence, il faut le dire, sur la représentation au sein de l'Union européenne. Alors j'ajoute encore un élément, puisque quand on parle d'économie, il faut parler aussi du social, donc, ou de la démographie. Et donc, sixième puissance économique mondiale, ça sont les résultats qu'on ne peut pas contester de 2018 selon la Banque mondiale. Deuxième dans l'Union européenne, après l'Allemagne, c'est pourquoi on vous parle souvent du couple français, et puis allemand, pour tirer l'Union européenne vers le haut. Voilà le débat intelligent. C'est pas de venir contester pour contester, mais je pense qu'il faut, moi je pense que c'est crédible. Lorsqu'il y a eu la crise de 1929, je pense que c'est là où Keynes est sorti. Il a proposé que l'État pouvait prendre la situation en main. C'est son droit parce que l'État est un agent économique quand on regarde le schéma classique de l'entreprise et ses concurrents. Ce que j'ai appelé les 4 points cardinaux. Vous avez l'entreprise et ses concurrents. Il faut qu'on répète, ça devient une anaphore. On ne peut pas faire des métaphores. Il faut marteler pour que les gens comprennent. Donc il faut remettre l'entreprise et ses concurrents. Même quand on parle de concurrents, on est amis, on n'est pas amis, on est quand même amis, parce que l'économie a évolué, a changé. On ne peut plus venir avec des vieux logiciels, de dire que le concurrent, le voir avec des mauvais yeux, qu'il est un loup dans la bergerie. Effectivement, mais ça dépendra. Donc, quand vous allez dans ce qu'on appelle l'économie libérale, l'économie de marché, j'ai parlé, puisqu'on a parlé que des produits de première nécessité, de grande consommation, de produits courants, ils ont oublié aussi au niveau des services, parce que quand on crée des richesses dans un pays, il ne s'agit pas seulement de créer des biens, il faut aussi parler des services marchands. Et donc, on avait oublié pendant cette pandémie, et que les ambulances devaient circuler, et donc, si vous n'avez que... dans la concurrence, si vous n'avez qu'avec votre concurrent, qui est votre partenaire aussi économique, voilà les termes qu'on utilise dans l'économie. Et donc, si vous avez un marché de 10 ambulances pour... non, qu'est-ce que j'allais dire? Si vous avez 8 ambulances et que vous avez à transporter 10 patients, et que votre concurrent a 40 ambulances, vous êtes obligé de faire de la sous-traitance avec lui. Voilà les termes économiques. La sous-traitance, pour ne pas perdre ce marché-là, ça fonctionne comme ça. Donc, en même temps, ce concurrent vous permet de vous développer. Voilà, ça c'est l'économie moderne. Donc, il ne faut pas aller chercher dans les caniveaux, de parler que le programme n'est pas crédible. Alors, le quoi qu'il en coûte est reposé sur quoi? Surtout que l'économie était à l'arrêt. Il n'y avait pas, la bourse ne fonctionnait pas, donc... ce sont des notions physiques qu'il faut introduire dans l'économie, les amis. Alors, donc, ceux qui ont fait la physique savent très bien que le poids évolue en sens inverse avec la force. Si vous avez le poids en bas, maintenant c'est à vous d'orienter l'économie. Qu'est-ce qui tire l'autre? Normalement, c'est à l'économie de tirer la finance. Parce qu'on a vu quand il y avait les Deutschmark à l'époque, avec le franc, alors on ne peut jamais m'expliquer qu'une économie faible peut produire une monnaie forte, ça n'existe pas. Donc c'est l'animal qui tirait les ficelles. On a vu la France à plusieurs dévaluations et dans des proportions gardées, c'est pas ce qu'on fait en Afrique là-bas, à 100%, on vous casse la monnaie comme ça. Non, c'est pas ça. Et donc essayer de venir dans ce débat et de parler des formats des élections législatives dans ce pays. Donc ce pays a besoin de changements. Donc il ne faut pas avoir peur. La France a son mot à dire dans l'Union européenne. C'est la deuxième puissance économique. En termes de population, c'est encore la deuxième puissance, donc il peut dicter au reste de l'Union européenne. Voilà ce qu'il faut dire, au lieu de devenir discrédité, parce que Piketty, l'économiste, a parlé, et que quand on va augmenter les salaires, ça sera suivi de la hausse des prix, c'est-à-dire l'inflation, et ça sera englouti. Mais pourquoi ça sera englouti? Il a bien expliqué qu'il y aura certains prix qui seront bloqués. Je pense au bar aussi, l'un des meilleurs économistes de son temps, il disait que c'est vrai que la meilleure économie se mesure à la bourse du travail parce que c'est là qu'on mesure les performances de l'entreprise. C'est comme au football, vous avez des divisions 1, 2 et 3, et donc c'est comme ça que fonctionne l'économie. Donc toutes les entreprises n'ont pas accès au marché. C'est ça, Barr l'a fait, il a contrôlé les prix. Donc c'est un apôtre de l'économie libérale, tout le monde le sait. Il est resté 5 ans au gouvernement. Et donc, on peut très bien contrôler certains prix, donc ne pas
contrôler tous les prix. Donc, je pense que le programme de Mélenchon est crédible parce que qu'elle l'a fait. Il faut relancer, puisqu'il y a une récession de l'économie, il faut relancer les 3 moteurs de l'économie. C'est-à-dire la consommation, vous ajoutez l'investissement public, je dis bien, parce que les entreprises privées, ils ont du mal à suivre. Après, la dépense. L'entreprise, puisque je vais reprendre le circuit, le schéma classique d'une économie moderne, donc vous mettez l'entreprise et ses concurrents au centre. Après, ce que j'appelle les 4 points cardinaux, vous avez ces relations réciproques entre l'entreprise et ses concurrents avec les clients. Je dis les partenaires immédiats. Hein. Ce n'est pas la peine d'aller mettre les clients, je ne sais pas, ou l'entreprise dans le désert, et ça ne va pas fonctionner. Donc c'est comme ça qu'on crée, en tout cas, des zones chalandises, hein, des zones économiques. Donc nous avons ces partenaires immédiats. J'ai parlé du client, il faut que les fournisseurs ne soient pas si très loin. Il faudrait maintenant ajouter de l'autre côté les banquiers et puis d'autres établissements financiers. Bon, donc ça aussi, quand je viendrai au niveau des banques et des établissements financiers, on a vu qu'en Afrique, ils travaillent avec Monégra. Monégra n'est pas une banque, c'est une sottise, et donc ça ne va pas. Et puis, en dernier, vous avez l'administration fiscale. Donc l'État fonctionne comment? C'est ce que j'avais expliqué. L'État aussi fonctionne en prélevant des impôts et puis en faisant la redistribution. Il n'y a pas que ça. Et puis l'État peut aussi aller s'endetter dans les marchés mondiaux. Et maintenant, au niveau local, c'est ce que j'avais dit à Crève, on ne pouvait pas faire seulement un budget avec une ligne et les impôts. Il y a aussi la dotation de l'État qui intervenait. Et puis aussi, on pouvait aller au niveau des marchés nationaux ou des marchés internationaux pour, en tout cas, équilibrer les budgets d'une ville. Ça fonctionne comme ça. Et donc, aussi, j'aimerais aussi, pendant cette économie et pendant ce temps d'antenne que j'ai, de parler aussi l'économie, ce que j'ai connu, André Milongo, qui disait effectivement, on ne peut pas commencer le budget d'un territoire ou d'un État par les dépenses. Ça fera du catalogue, c'est ce que fait le Fonds national, ça ne repose sur rien, c'est du vent. Alors, quand on a fixé les recettes, et puis on peut aller chercher les dépenses. Bon, un peu de musique, pour que les gens viennent. Ah, coucou de Wadi, c'est encore un de mes stagiaires, et qui n'est pas congolais, je pense qu'il est de l'autre côté là-bas, vers l'Inde là-bas. Vous voyez? Donc j'étais au service pas seulement de la France, pas seulement du Congo, j'ai eu enseigné en tout cas les Français et puis les peuples du reste du monde. Donc j'en suis très satisfait quand ils viennent à l'antenne suivre en tout cas les propos de celui qui a été leur enseignant. En tout cas, merci beaucoup d'être là, de suivre cette émission. Alors, un peu de musique pour attendre un peu que le monde vienne écouter la bonne sémence, au lieu d'écouter ces gens Piketty, les professeurs d'économie, et qui est venu se contredire en moins d'une semaine. Il a été signataire, après il a rebiffé, il a peur de la presse. Mais pourquoi ça ne serait pas crédible? C'est une relance, il y a une récession en France, il faut relancer. Et donc, je ne vois pas la différence entre le quoi qu'il en coûte, où on a laissé des entreprises en dehors de la compétition, alors qu'ils vendaient les mêmes produits, le Coca-Cola. Alors, quand c'est une petite entreprise, quand c'est une grande, bon, il fallait les aligner, pareil. Et puis, produit essentiel, c'était Jean Capel, je ne savais pas qu'est-ce qui était essentiel. Moi, je n'ai rien compris de la définition, alors que la nomenclature du commerce existe. Et vous avez toujours cette relation, en tout cas, que j'appelle les binaires. Quand on parle de produits alimentaires, ok, il faut aussi parler de produits non alimentaires. Et donc, on avait besoin aussi de la part d'entreprise pour aller au boulot. On ne pouvait pas aller comme ça. Et j'ai parlé des ambulances, au niveau des services aussi. On n'a parlé que de produits et des biens. Des biens, il fallait aussi associer, en tout cas, les services. Donc, quand on crée des richesses dans un pays, on ne raisonne pas seulement en termes d'emploi, on raisonne en termes aussi des biens et services. Donc, les transports faisant partie des services, c'était une nécessité parce qu'il fallait transporter les malades. Donc, les malades n'étaient pas en vacances. C'est ça qu'il faut expliquer aux Français. Et ces députés, ces futurs députés, qui s'en avarent, des propos. Là, je circule en France, ils ne font qu'afficher, il n'y a pas de débat,
Et puis l'exemple, le mauvais exemple est venu d'en haut. Macron, au lieu d'être là, donc oui, effectivement, moi j'essaie de lire la presse, j'essaie un peu de regarder ce qu'il y a autour de moi. Effectivement, je pense qu'il faut donner raison à Jean-Luc Mélenchon. Macron, sentant que le bateau coule, maintenant il a plus des airs, il est dans les pays de l'Est, je pense qu'il est en Pologne, je ne sais pas où, pour distraire les Français. Et donc c'est un capitaine qui n'est pas au rendez-vous. Il a peur, il sait très bien que c'est lui qui a cassé le débat dans ce pays. En démocratie, on discute, et puis c'est un débat contradictoire. C'est pas la guerre. Ils disent que les autres sont républicains, les autres ne sont pas. Mais dans ce cas, il faut prendre, ils ont la majorité, d'éliminer certains partis politiques, comme le Front National. Alors le Front National participe aux élections, et puis on dit, et ils ne sont pas républicains. S'ils ne sont pas républicains, il faut les retirer de la compétition. Donc c'est un mensonge. Donc je pense qu'il ne faut pas lancer des anathèmes comme ça. Il faut être sérieux dans le débat. Il faut apporter des arguments crédibles. Ça, c'est le petit débat. C'est un débat des caniveaux. Ça, moi, je ne prends pas ça en compte. Et puis les Français, il ne faut pas les infantiliser. Il ne faut pas les faire peur. Ils savent ce qu'ils veulent. En haut, on réfléchit de réduire le budget de l'État. Il fallait chercher les fameux 80 milliards. Ce n'est pas du mensonge, parce que moi, je l'ai vécu lorsque j'étais dans le département de l'Oise. C'est Xavier Bertrand qui est venu en bombant le torse, comme quoi qu'il avait fait une bonne opération pendant qu'il y avait la crise, la double crise économique et puis celle sanitaire, et qu'il avait pu réduire le train de vie de l'État régional. On ne fait pas comme ça, et parce qu'on s'est retrouvé avec quoi? Des petits trains, au lieu que ce soit des trains longs, des trains courts, où tout le monde toussait sur l'autre, et puis on appelait ça distanciation sociale. Donc, je ne sais pas comment on gère ce pays. Alors, un peu de musique. J'aime bien la musique, ça adoucit les mœurs. Donc, je disais tranquillement, si ce n'est pas la France et l'Allemagne qui doivent indiquer le chemin à d'autres pays, les 25 pays récents de l'Union européenne, et ça ne viendra pas d'un petit pays, ce n'est pas au Portugal ou puis d'autres pays de relancer, en tout cas la machine économique. Donc, je pense que la France a une responsabilité. Donc, c'est là où on parle du couple franco-allemand, oui, effectivement, donc de relancer la machine. Donc, je pense que en temps de crise, d'ailleurs, quoi qu'il en coûte n'était pas justifié. Je pense qu'en temps de crise, quand on veut mettre l'ordre dans l'économie, je pense qu'on n'est pas. Alors là, ça a été vraiment la vache à lait. On a fait n'importe quoi, alors qu'il y avait un modèle pour éviter cette dette souveraine, celle que parlait de Madame Lagardère, qui est à la banque, je pense, européenne. Venir dire que tout ça c'était gentil, et de dépenser et sans regarder, et que, en tout cas, dès que l'économie devait repartir, que ça constituait une dette pour les générations futures. Donc, on a fait asseoir certaines entreprises, c'est-à-dire prime à la casse, prime à la paresse. On l'a vu partout, la casse, dans les relations entre la France et l'Afrique. On a trouvé qu'au Mali, c'était un échec, c'est ce qui a fait virer le ministre des Affaires étrangères. Donc, et puis aussi, éliminer son premier ministre avant les élections législatives. Bon, ça donne un aveu d'échec, c'est ça que ça veut dire. Donc, moi, je n'ai jamais vu ça avec les autres présidents qui l'ont précédé. On attend, et puis on renomme un nouveau Premier ministre. Mais là, qu'est-ce qui va arriver dimanche? Madame Borne sera éliminée, Macron n'aura pas sa majorité, il lui restera la seule carte, c'est celle de la dissolution, il faut que ça soit clair. S'il y a une nouvelle majorité, ça veut dire que le président de la République a été désavoué. On n'a même pas attendu d'abord, on n'attendra même pas dimanche, puisque on est accroché au sondage, aux enquêtes d'opinion, tout de suite que Macron, puisqu'il y a eu de la manipulation, lorsque vous avez quand même un Jean-Luc Mélenchon qui sortait des foules, des masses, 100 000 personnes, et à côté des gens qui s'amusaient à faire des études d'opinion sur un échantillon de 1000 personnes, à voir le résultat qu'on a eu. Donc moi je ne suis pas étonné, et ça me rappelle un peu par comparaison ce que disait
Michel Godet vis-à-vis de l'autre discipline, la prévision et la prospective. Il disait que finalement, la prévision nous embarque dans des certitudes, alors que la vie économique et sociale est, est entourée par d'autres variables. Il y a entre-relations entre la population, la démographie, l'économie, et puis beaucoup de choses. Donc les choses ne pouvaient pas se présenter en faisant de la vie économique et sociale en se fondant ou en se calant par un modèle de mathématiques sans la moindre inflexion. Donc il fallait encadrer. Ça nous sert d'orientation, la prévision. Maintenant, il faut l'entourer par la méthode des scénarios, ce qu'on appelait la planification stratégique, le plan A, le plan B. Et d'ailleurs, permettez-moi aussi de ne pas dire que l'économie n'est que pensée, et pas des économistes. Il y a eu un certain Claude Bernard, médecin, biologiste, celui qui a introduit ça. Parce qu'il parlait, quand il était en médecine, de mettre une hypothèse. Quand il a mis une hypothèse pour vérifier, lorsque l'hypothèse était vérifiée, ça donnait la théorie. Et lorsque la théorie était mise en cause, eh bien, il fallait repartir à la carte départ. Donc, après, lorsque la théorie devient irréversible, ça donne la loi. Et donc, c'est ça la méthode des scénarios, c'est ça la prospective. Donc, voilà, de la médecine, on peut facilement basculer ce que j'appelle... c'est un domaine, c'est finalement, il faut être pluridisciplinaire dans ce monde. Il faut un peu toucher à tout, parce que les choses sont liées. Et voilà, un médecin qui a montré le chemin de l'économie, de la prospective. Donc, on ne peut pas raisonner en politique avec un schéma déjà bien défini. On connaît les réponses. Non, l'avenir, c'est ce qui reste à faire, c'est ce qui reste à écrire. Donc, je pense qu'on ne peut pas d'avance comme ça. Ils pensent qu'il faut tester. Les Français, ils ont 2 ans pour tester. 2 ans, c'est pas beaucoup. Ça passe très vite. Vraiment de tester ce programme-là, s'il est crédible. S'il n'est pas crédible, le président, il faut qu'il le dise, il faut qu'il soit clair avec le Français. Eh bien, vous avez voulu lui mener le champ. Maintenant, je le vire parce qu'il n'y a pas de résultats. Donc, il y a aussi ça dans la politique. Il faut faire des bilans. On ne peut pas continuer la politique sans bilan. Donc, c'est à Macron de venir défendre son bilan, puisqu'il a réduit, semble-t-il, on n'était pas très loin du plein emploi, parce que d'après les critères du Bureau international, mais moi, je pense que la manière pour arriver au plein emploi, les gens ne parlent pas de ça. Il faut parler de la réduction du temps de travail et un peu de musique, je reviendrai à la charge. Et donc, je pense qu'il ne faut pas la réduction du temps du travail, parce que moi, je suis spécialiste, en tout cas, en logistique. J'ai observé ce qu'on appelle cette chaîne logistique, commençant par les approvisionnements, déjà. C'est le premier maillon, c'est le premier nœud de la chaîne. Alors, qui en trouvait au niveau de ce secteur-là, de ce premier maillon? Les paysans. Vous avez quoi? Ils buvaient l'eau de puits avec les vaches. Mais lorsque vient ce qu'on appelle à fabriquer les produits standards, la multiplication des produits, je vous parle du multiplicateur keynésien, effectivement, c'est là on a commencé à installer les usines. Le paysan qui n'avait qu'à boire l'eau du puits avec les vaches, on installe des robinets, et voilà, celui qui est passé dans l'autre nœud de la chaîne logistique, c'est-à-dire la production, les usines pour fabriquer les produits manufacturés. Ils avaient la télévision noir et blanc, c'est déjà un progrès, déjà au niveau de la vie. Et ça ne s'est pas arrêté comme ça. Après, on arrive au dernier maillon de la chaîne avant d'arriver au consommateur final ou au client final. Et donc, la distribution. 2 niveaux. Vous avez ce qu'on appelle les entrepôts, vous avez ce qu'on appelle le point de vente. Alors, vous avez vu, même pour vendre la pomme de terre, on vous parle des hôtesses de caisse, hôtesses de vente et tout, avec cravate. Alors ceux-là, ils ont bénéficié, ils n'ont plus entendu le coup de marteau dans les usines ou chez Peugeot, le boulon qui faisait que le même travail, de répétition et tout ça. Et là aussi, on a vu que, effectivement, il faut que, quand il y a progrès économique, il faut que ça entraîne le progrès social.
Donc, je pense que il ne faut pas fuir le débat, et je pense qu'il faut réduire les temps de travail pour aller. C'est l'un des moyens pour, pas que par la croissance, c'est un moyen mécanique où on peut arriver au plein emploi. Si vous voulez que tous les Français travaillent et qu'ils cotisent pour la caisse vieillesse, assurance, on l'a vu avec le plein emploi, avec Jospin, avec la réduction de temps de travail, et on a vu quand même, au niveau de la sécurité sociale, avoir des résultats positifs. C'est ça le débat. Il ne faut pas faire le débat parce que Piketty, je pense, éminent économiste, il est venu, d'un coup il s'est contredit. Non, monsieur Piketty, ça ne sera pas observé parce que c'est ce qu'on n'a pas fait pendant la réduction du temps du travail. De 39 heures, on est passé à 35 heures, c'est-à-dire que mécaniquement, il y a eu 10% du travail qui a été réduit, de 10%, et donc il fallait répertorier pour les mesures d'accompagnement. On appelle les mesures d'accompagnement. Si on laisse comme ça, c'est sûr que ça ne va pas fonctionner. Et donc, dans les mesures d'accompagnement, il fallait répertorier les entreprises qui avaient à peu près 10 salariés. Si vous enlevez 4 heures, 4 heures de 39 heures pour arriver à 35 heures, alors on pouvait multiplier par 10 et on créait des emplois. Donc ça n'a pas été suivi. Au contraire, ça a renforcé les entreprises dans la productivité. Ils en ont profité, il y a eu des chamboulements. Nous, on ne travaille pas les dimanches. On s'est retrouvés les samedis et les dimanches, j'ai travaillé. Bon, il y a eu un petit désordre comme ça parce que il manquait des mesures d'accompagnement. Sinon, ça a été salué, que ce soit de la gauche, que ce soit de la droite, puisqu'il fallait travailler plus, sinon j'en ai mis en cause. Donc c'est là où je parlais, à chaque l'économie, aujourd'hui avec le progrès de la médecine. Oui, là aussi, il faut être sérieux, l'espérance de vie a augmenté, et donc je pense que c'est pas les Français ne sont pas les seuls à aller vers les 60 la retraite à 60 ans. Dans les pays scandinaves, ils arrivent, comment on va dire, ils travaillent la retraite, je pense, pour avoir une retraite pleine, je pense qu'il faut aller même à 65 ans. Donc ça dépendra, il faut déterminer les critères, pénibilité du métier, l'enseignant n'est pas dans les mêmes conditions que celui qui a le marteau-piqueur toute la journée, donc il faut être sérieux dans le débat politique. Donc voilà, sans faire des hiatus, j'allais dire, un peu de musique. Donc, ce que je déplore, c'est qu'il n'y a que Jean-Luc Mélenchon et puis le socialiste qui est venu un peu à la rescousse pour éclairer, en tout cas la lanterne, c'est-à-dire nous, le petit peuple de France. Quand je parle du peuple de France, c'est-à-dire y compris, on a oublié aussi ceux qui participent à l'économie de ce pays. Parce que quand on parle du peuple français, oui, effectivement, on exclut ceux qui travaillent ici. Donc, aussi, il faut avoir l'esprit du peuple de France, y compris, voilà, encore un morceau de musique. Et donc, c'était pour venir, en tout cas, j'avais fait ma première intervention, je pense que j'ai pu mesurer, je pense que j'ai été entendu au niveau de ces débats-là, une contribution modeste, je pense que j'ai observé parce que je suis resté, j'ai fait mon intervention lundi, j'ai attendu mardi pour aller lire un peu les autres. Effectivement, le message est bien passé. Sur le programme, en tout cas de mes leçons, les autres, ils n'ont rien à côté. Donc, moi, je suis enseignant. Lorsqu'on me présente une feuille vierge, donc la note, on la connaît. Donc, on ne peut pas faire des miracles. Mais à côté, si vous avez quelqu'un qui est venu en moins, qui a écrit quelque chose, on peut faire des annotations et rectifier un programme. Donc, le programme, il est fait pour ça parce que l'avenir n'est pas encore écrit. Donc, 1500 €, on verra bien. Moi, j'ai dit, je n'équilibre pas les budgets par les dépenses. On verra quelles seront les recettes de l'État. Donc, on peut toujours modifier. C'est ça. Si vous n'avez pas la matière, vous ne pouvez pas, en tout cas, polir votre métal. Donc, il faut de la matière. Donc, je pense M. Mélenchon a eu le courage de présenter son programme économique et social, déjà qui ne parle pas que de ces enjeux de pouvoir d'achat, ça dépasse le cadre parce que qu'est-ce que nous allons laisser aux générations futures? Oui, il faut parler de ces montées d'eau, ce réchauffement de la Terre, bientôt ça sera la canicule,
il y aura des agriculteurs, il faut se parler avec eux qui vont perdre toute leur récolte, la nappe phréatique, ainsi de suite. Alors voilà les enjeux du futur. Je pense que Jean-Luc Mélenchon a abordé ces sujets-là, qu'à côté, il n'y a rien. Ils ont fait un quoi qu'il en coûte en suivant bêtement, je pense, les Allemands. Et puis, on a vu que ça n'a rien donné. Voilà, c'est ça le résultat de l'homme qui, dit-on, qui a redressé l'économie de ce pays et qu'il avait des résultats partout. Non, il n'en a pas eu parce que lorsqu'il a engagé le bras de fer concernant les pêcheurs français, ils ont été malheureux. Ils ne voulaient pas qu'on casse l'outil de production. Mais maintenant, si on casse la production, avec quoi on va créer les emplois? Et donc là, on a préféré les indemniser. Et je n'ai pas compris, en tout cas, Jupiter, dit-on qu'il a une main qui ne tremble pas. Mais si c'était aller chercher le poisson vers le Mali, vers le Congo, je pense qu'ils auraient envoyé des chalutiers contre les petites pirogues. Alors qu'à côté, il n'a pas montré qu'il était fort. Et donc sa force, je ne la vois pas. Et donc je l'ai toujours comparé au général Nivelle. Hein. C'est le général qui est sorti de l'école Saint-Cyr. Hein. Et ça, il faut répéter, hein, je suis obligé de répéter. Ce sont des anaphores, pas des métaphores. Hein. On n'est plus dans les métaphores, il faut expliquer point par point. Hein. Est-ce que le programme de Jean-Luc Mélenchon est crédible? Oui. Qui l'a fait avant lui? Il y a eu Ken en 1929. Il fallait relancer l'économie par les trois moteurs, la consommation, l'investissement et la dépense publique. Donc, il n'inventait pas là-haut, Jean-Luc Mélenchon. Nous sommes en crise. Il y a eu la crise sanitaire qui est passée par là. Il y a des entreprises qui ont souffert. Et puis, il y a quoi? Il y a aussi cette crise économique. Et d'ailleurs, ça a été géré par les militaires pendant qu'il n'y avait pas une guerre vraiment en France. Ce n'est pas la guerre qu'on voit, comment on appelle ça, entre l'Ukraine et la Russie. Non seulement que ça nourrit la presse, on ne parle que de ça, on parle très peu de la paix, et puis ils sont quand même gonflés de venir trouver, d'acheter comment on appelle ça, la pompe, le carburant, à moins de 2 euros. Mais comment vous faites si les circuits sont bousillés? Hein? Il y a l'incertitude dans le transport de ce pétrole-là. Comment on fait? Ils disent que la guerre, ce n'est pas leur problème. Non, il faut s'en préoccuper. Hein? La guerre, c'est ça que ça produit, ça désorganise toute une économie, puisqu'on parle de céréales. Bon, les Africains, ils n'ont pas besoin de céréales, puisque le Cameroun a expérimenté, on pouvait fabriquer du pain avec de la farine de manioc. Donc l'Afrique n'est pas concernée dans cette affaire-là. Hein? D'impliquer l'Afrique, qu'est-ce que l'Afrique a à voir là-dedans? Ils ont des cultures mûrières à faire. D'ailleurs, ce sont des éminents économistes qui l'ont dit, parce qu'ils sont en train de rêver des bouts, d'attendre des transferts technologiques. Ça ne viendra pas. Donc, les capitaux se substituent, à défaut des machines, on met des plats valides. Ça, c'est comme là, sont des éminents économistes. Donc, cette Afrique qui rêve, cette Afrique, donc c'était une parenthèse, hein, c'est la langue française, parce que je suis un binational de temps en temps aussi, et ces Africains qui me demandent de rentrer dans les débats politiques, économiques, donc, dans ce débat mondial, sans être décomplexé, pardon, moi je suis décomplexé, et je lui dis les choses comme ça. Donc, l'histoire du franc CFA. Nous sommes, en tout cas, les trois qui avons été les porte-étendards. Mamadou Koulibaly, agrégé, je pense du côté de Marseille, très jeune, éminent économiste, il faut le reconnaître. Et puis vous avez Nicolas Gbagbo, et puis comme j'avais pensé qu'il y avait un vide au niveau de l'Afrique centrale, eh bien, je suis rentré dans le combat, moi aussi j'ai apporté ma pierre à l'édifice. Donc nous sommes à peu près, hein, ces trois-là, parce que j'ai eu à discuter quand même, c'est une référence avec Morisson, hein, professeur à l'Institut de la Banque de France, qui avait du mal à suivre, hein, qui nous disait la convertibilité des francs CFA, oh là là. Il dit, c'est pas un gros mot pour vous, non? Vous êtes sûr, vous êtes sérieux? Alors, donc, je pensais qu'il n'y avait pas, comment on appelle ça, l'euro belge, et puis l'euro, comment on appelait ça? L'euro français, ça n'existe pas. Donc, c'est la monnaie unique. Et donc, pour avoir encore cette zone d'échange économique, donc on vient morceler en Afrique, il n'y a même pas l'eau qui sépare, comment on appelle ça? Le Niger et le Tchad. Mais quand même, on ne peut pas les faire, les affaires de deux pays. Mais c'est une malédiction pour l'Africain. Alors je ne serais pas étonné que d'ici demain, en devenant encore des esclaves, cela sera la faute à qui?
On rêve de vous. Il y a même pas un champ magnétique. Et puis vous avez tous ces chefs d'État, des guerriers, des dictateurs. Et quand ils arrivent ici, ils sont paumés. Ils ne savent pas négocier. Parce qu'ils ne sont pas instruits. S'ils étaient instruits, ils pouvaient bien négocier. C'est ce que j'enseigne à mes apprenants. Vous avez une marchandise de drogue. Comment vous la négociez? Eh bien, un de mes apprenants me disait, on va couper la poire en deux. À quel niveau? Il faut déjà connaître ce qu'on appelle la formation d'un prix. Ça commence par le prix d'achat brut. Est-ce qu'on a une remise? Moins la remise, ça vous donne quelque chose de net, prix d'achat net. C'est comme ça qu'il faut enseigner. C'est le premier niveau. Et maintenant, lorsque vous avez ça, vous montez au deuxième niveau, vous ajoutez les frais de transport, ou d'administration, ou d'informatique, vous êtes monté au deuxième niveau, c'est le coût. Ok, le coût. Deuxième niveau. Après le coût, vous ajoutez la marge, vous montez au prix de vente hors taxe. Puisque je disais que l'État était un agent économique, vous ajoutez la taxe, la TVA, le tour est fait. Bon, maintenant on discute comment. Le vendeur, il va arc-bouter sur ses positions. Il voudra vendre au prix de vente. L'acheteur, il voudra faire quoi? Pour l'acquisition de son bien qu'il veut acheter ou bien l'acquisition simplement. Eh bien, il veut acheter au prix d'achat. C'est là que M. Leclerc sort, il dit que je vais vendre au juste prix, c'est-à-dire au coût. C'est ça, c'est le prix du milieu. Donc, tout le monde est gagnant. Et maintenant, si vous n'avez pas, vous ne connaissez pas ça, ils sont dans les relations du monde. Il y a des esclaves encore dans d'autres pays. Vous avez une ONU qui autorise les ventes d'armes. C'est ça qui nous fait beaucoup de mal. La bande des 5, les gens qui sont au conseil de sécurité de l'ONU, ce sont les premiers à vendre les armes partout dans le monde et puis se plaignent. Quand on voit des drames aux États-Unis, tiens, ils se tiennent la tête, voilà, il ne fallait pas armer la population. Bon, il faut quand même l'armer, il ne faut pas armer la population américaine. Qu'est-ce qu'on fait? Voilà, c'est ce monde qui est dirigé par des gens qui ne sont pas crédibles. On m'a dit que même le MES est acheté par Big Pharma. Les gens qui ont beaucoup d'argent. Alors, qu'on ne soit pas étonné, qu'on nous faut des vaccins avec des effets secondaires multiples. Ça a été cette politique-là, celle que vous voulez encore mettre au pouvoir, qui a dirigé ce pays qui était en paix, avec un conseil de guerre, un conseil de défense, c'est-à-dire secret défense. Personne ne sait ce qui s'est passé là-bas. On a été donné nos épaules, nos bras, bêtement comme ça. Alors, en démocratie, il faut accepter le débat. Il y a des gens maintenant qui souffrent des effets secondaires. Bon, c'est une minorité, on va dire des choses comme ça. Il fallait que le débat ait lieu. Donc, il n'y a pas eu de débat, on nous a contraints. On ne pouvait pas monter dans les bus, ainsi de suite. On a viré, pendant qu'on parle du désert, comment on appelle ça, médical, on a viré du personnel soignant. Et maintenant, comment on fait? Vous croyez qu'un médecin se forme en une année? Ça ne sera même pas le mandat comment on appelle ça, de Macron. Il faut être sérieux dans les débats. Il faut accepter les débats. Alors encore un peu de musique pour souffler un peu. Oui, mon écran me fait savoir que j'ai mon collègue, un frère, plus qu'un ami, on va dire, M. Oredin Mona. Je pense que nous étions parmi les meilleurs à l'école primaire. Donc, je suis très heureux qu'il soit là. Bon, vers ce que j'ai appelé aussi, à un certain moment, nous ne sommes pas encouragés dans notre pays. Cette fuite de matière grise, suivi maintenant ceux qui faisaient un peu de petits bricoles là-bas, dans le pays, ils sont montés ce que j'appelle la main d'eux, et puis je ne suis pas étonné et que les choses se passent comme ça. Bon, ça, c'est une petite parenthèse, j'aurais appris, je l'ai lu, semble-t-il que il y a un Congolais vivant à l'étranger qui a voulu faire une usine d'allumettes et je ne sais pas quoi, parce que la matière première, c'est le bois. On lui a dit qu'il allait faire ça dans des villages des chefs. Et puis on vous parle de décentralisation dans les pays. Mais moi, je suis quand même étonné. C'est vrai qu'il y a du bois dans le nord du pays, mais attends, la distance d'alimenter les points, ce qu'on appelle les zones chalandises, c'est-à-dire là où il y a plus de gens. Comment on fait? Quand on veut organiser un supermarché, une zone commerciale, le premier chaland, c'est celui qui vient à pied. C'est un riverain. Après, il viendra à pied.
Le deuxième échelon, en passant par les jeunes chalandise, le deuxième échelon, c'est qui? Eh bien, c'est l'homme qui va prendre les transports en commun. Troisième échelon, c'est qui? C'est lui qui va quitter, qui dit que la viande, en tout cas de Saint-Denis, moi j'aime bien, alors qu'il va partir, je ne sais pas, de Crète pour venir acheter la viande ici parce qu'il connaît en tout cas la saveur de cette viande-là. Troisième échelon, c'est comme ça qu'on travaille. On ne peut pas les mettre l'usine parce qu'on a juré la tombe de mon père. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Il y a du bois, c'est vrai, au nord, il y en a aussi là-bas, mais il y a plus de monde dans le sud. Tout le monde le sait. Si vous prenez l'axe chemin de fer, Congo jusqu'à Pona, c'est là il y a plus de monde. Pourquoi voulez-vous aller mettre une usine ailleurs là-bas? Ça va faire un éléphant blanc. C'est pas comme ça qu'on travaille. Il faut qu'on soit sérieux. Puisque j'ai entendu l'appel, il faudrait qu'on signe ce cahier d'un retour au pays natal. Non, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on l'avait écrit. Le cahier d'un retour au pays natal. Alors quand les gens viennent avec des idées comme ça, ils veulent... Donc c'est pas justifié économiquement. Je pense que il fallait encourager ces Congolais, son boutique du Canada, ne pas lui mettre les bâtons dans les roues. Les Congolais ont besoin qu'on crée des richesses dans notre pays. Et quand on crée des richesses, on crée des emplois. Et c'est comme ça que je venais de démontrer le circuit économique avec ses progrès, pas que le progrès économique qui était accompagné du progrès social. Maintenant, qu'est-ce qui va arriver chez nous? On va inverser, c'est-à-dire que le poids démographique sera supérieur au poids économique et ça donnera cette pauvreté, cette paupérisation des gens qui vivent là-bas. Donc, ce n'est pas bon. Il faut mettre les choses en endroit. Nous qui sommes en logistique, chaque chose a une place, chaque chose doit être à sa place. Oh, je me rappelle l'émission que j'avais eue avec Sir Makosso, hein, qui me posait la question sur la constitution congolaise. Est-ce qu'il fallait la changer? Ben, au départ, je me suis mis dans la peau du logicien, le bon produit, au bon moment, au bon endroit, au moindre coût. Et j'ai fait une transcription parce que c'est un domaine transversal. Il faut une bonne constitution au Congo, au bon moment. Non, il faut une bonne constitution, au bon endroit, au Congo, et qui conviendra à tous les Congolais. Voilà, je fais les 4 temps, comme si j'étais en logistique. C'est ça, il faut raisonner les enfants. On ne peut pas continuer comme ça. Non, à nous embrouiller comme ça. C'est ce que je disais. Et quand on a subi l'esclavage, on ne peut pas aimer la violence ni la médiocrité parce qu'il faudrait qu'on avance. On rêve debout. Hein, ça, ce n'est pas bon. Laissez faire monnaie paresseuse, il faut le dire, avec beaucoup de sérieux parce qu'on n'en fait rien. Parce qu'on vend le pétrole avec les dollars, on achète des produits manufacturés avec quoi? Avec l'euro. L'euro dame un peu le pied comme on appelle ça, au dollar. Et donc, c'est différentiel. Il n'est pas encaissé par nos pays. Non seulement on a pris la masse monétaire de tous nos pays, on vient déposer tranquillement et bêtement, où on appelle ça, au trésor public. Donc, cette monnaie n'est même pas arrimée à l'euro. Et ça représente quoi son poids économique? Ça représente à peu près 1% du commerce de l'Afrique, entre l'Occident et l'Afrique, 1%. Donc, c'est une monnaie budgétisée. Donc, ça ne reflète rien. Donc, c'est ça, c'est ça qu'il fallait dire. Maintenant, vous avez toute cette élite-là. Semble-t-il qu'il faut rentrer dans une loge pour être quelqu'un là-bas. Et moi, bien sûr que j'ai la double nationalité. Ce n'est pas celui qui a la double nationalité qui parle contre la France. Moi, je n'ai pas de gagnant-gagnant. Ce qui est bon pour les petits blancs est bon pour le petit noir. Donc, c'est un langage universel, universaliste, on va dire. Et puis, c'est un du monde parce que on m'a vu, même dans les fruits de mes recherches, je dis que c'est un patrimoine parce que j'ai eu des professeurs qui m'ont enseigné. Moi aussi, j'ai fait des efforts d'apporter la valeur ajoutée. On m'a vu de temps en temps transmettre des messages parce qu'il y a certains coins, quand j'ai vu l'école, nos écoles là-bas, ça ne tient presque à rien. Et c'est sur le manguier qu'il faut faire l'école. Et donc, de temps en temps, semble-t-il que le meilleur est venu chez moi et tout ne marche pas. On a dit que l'Internet, c'est meilleur. Moi, je n'ai pas la croire que ce soit lui. Moi, je pense que ce sont les Occidentaux entre eux, hein, ceux qui n'ont pas la même peau que nous. Il paraît que les câbles passent, je pense, de l'Europe pour aller mettre les câbles en Australie. Et puis, on a fait un petit blanchiment. On a dit qu'on a créé le... Non. Écoutez, il y a des satellites qui fonctionnent là-bas. On n'a même plus besoin de câbles pour justifier que il fait quoi? Le reste des ministres, ils ne savent rien. Et lui, il est meilleur par rapport à quoi?
Est-ce qu'il y a même des câbles chez nous? Il n'y a pas de câbles, donc on se sert des satellites, donc il faut arrêter la comédie de raconter un peu tout et n'importe quoi. Alors, encore un peu de musique. Donc, c'était la position. En tout cas, c'est pas du pêle-mêle, hein, de temps en temps, parce que il faut qu'on redonne, en tout cas, le rayonnement de notre pays, parce que sinon, c'est une maison qui va s'éteindre comme ça. Je pense que au niveau de la géopolitique, les gens savaient très bien que le Congo était au centre de l'Afrique, hein, au centre de l'Afrique. Il y a l'axe, je pense, médial qui passe, je ne sais pas comment, ceux qui ont fait la géographie. Et donc, c'est comme une cellule, hein. C'est pas de toucher seulement, mais quand vous touchez le noyau, vous avez détruit la cellule. Donc le Congo est un petit pays qui a donné en tout cas un rayonnement au temps du président Massamba Deba. Je pense qu'on était parmi les pays les plus industrialisés du monde. Et donc quand on a touché le Congo, on touche les deux Congos, c'est terminé, le reste de l'Afrique va pourrir. Donc c'est ça qu'il faut aussi savoir. Donc il faut regarder le monde avec beaucoup de sérieux. Nous avons tout ce qu'il faut, hein, dans nos pays. Effectivement, bon, je ne dirais pas qu'après tout, donc je n'ai pas envie d'utiliser ce vocabulaire-là. Je suis pour, en tout cas, les mouvements des personnes et les mouvements des marchandises. Donc, si on va chercher le pétrole de l'autre côté, il faut aussi admettre que les gens bougent. Il n'y a pas que seulement les personnes qui doivent bouger. Et non, faire des frontières, hein. L'uranium, on va les chercher ailleurs, donc il faut admettre aussi qu'il y ait ces échanges-là à tous les niveaux. Donc que ce soit la marchandise, que ce soit l'homme, et voilà c'est ma modeste contribution. Donc j'ai le passeport français, là je ne parle pas contre mon pays d'accueil parce que j'ai plus vécu en France, et donc le langage que j'utilise, c'est la paix. La paix, hein, est essentielle au développement économique et social de tous les pays du monde. Donc quand je parle de la France, je vois d'autres pays. Donc moi je ne parle pas derrière l'arabe, je ne parle pas derrière le français, je ne parle pas derrière le noir. Et donc je suis un universaliste. Et donc voilà les discours que je peux pomper. Donc ça ne gêne personne. Et quand je marche, je ne regarde même pas derrière. Et donc c'est un langage de vérité que tout le monde peut comprendre. Donc je ne suis pas dans la démagogie. Je suis dans une formation professionnelle, c'est-à-dire pédagogue et formateur, parce que je vous ai fait le triangle du savoir tout en haut, et puis vous avez l'enseignant qui va former l'apprenti, et puis le savoir très en haut comme ça. Et donc dans une relation didactique et pédagogique, tout ce que vous voulez, ou d'apprentissage. Donc je ne suis pas quelqu'un qui viendra passer devant ici, la preuve en est que avec ces moyens, les moyens de communication que nous avons aujourd'hui, ça m'a permis de lire un peu l'un des meilleurs en économie, jeune économiste qui était dans la même école que moi, l'école de haute études en sciences sociales, qui a été un Normalien, Piketty, qui a voulu pinailler, de nous venir nous distraire parce qu'il a un an, c'était un brillant, il croit qu'on pouvait le suivre comme ça bêtement. Alors quand on a lu l'économie pendant 40 ans, eh bien attends, on ne reste pas comme ça, nous ne sommes pas dans une église, et nous voulons des débats contradictoires. Ils pompent comme ça, dans la presse, ils ont la presse à eux, il a écrit 3 phrases et terminé, il a dit que le programme de Mélenchon, d'abord il a soutenu le programme, en moins de temps il s'est contredit, il dit que voilà, ça sera absorbé par l'inflation. Pourquoi ça sera absorbé par l'inflation? C'est le premier plan de relance qu'on a fait dans le monde. C'est le premier plan. Oui, mais moi je pense que les meilleurs dans l'économie, ce n'est pas ceux qui ont fait l'histoire de l'économie ou l'économie de l'histoire. Moi je prends mes appuis auprès des gens qui ont apporté la sincérité dans l'économie, des gens comme Maurice Allais. Je pense que je disais école de Ponce et Chessenon, et il a fait l'école des mines. Hein. Il a enseigné Strauss-Kahn, donc ce n'est pas un monsieur qui viendra comme ça pinailler avec l'économie, raconter tuer n'importe quoi. Pourquoi ça ne marcherait pas? C'est ce qu'ils ont fait en Afrique là-bas. On a dit qu'il y avait les mammouths à dégraisser. Il y avait trop de fonctionnaires. Je dis dans quel secteur? Vous parlez de l'économie, de la macroéconomie. Oui, sur le plan macroéconomique, on peut aller avec 2 chiffres. Mais si on prend par secteur, je pense que je peux même vous étonner. Il y a des secteurs, on irait même à 300%, 500% de taux de croissance. J'ai pris l'exemple de l'enseignement. Parce qu'il faut, je veux répéter, c'est-à-dire, j'ai fait des anaphores pour que les gens comprennent. Alors, si vous avez une classe avec 50 élèves, en France, c'est 25 élèves.
Alors comment vous faites pour arriver au niveau de la qualité des normes, de la norme internationale? Vous êtes obligé de doubler les effectifs, c'est-à-dire 100%. Mais si vous êtes un enseignant, vous avez 100 élèves. Vous croyez que votre croissance est à combien? Il est à 3 chiffres. Si vous faites 4 sur 1 moins 1, vous fermez la parenthèse, puisqu'il faut caler, vous voulez aller en pourcentage. Moi, je peux ne pas mettre ces sondages l'entour, ça va venir naturellement. Alors donc, ça donne quoi? C'est pas 300%, au lieu de venir mentir les gens. Comme ça, on rêve des beaux, on nous parle du mammouth. Quel est le mammouth? Vous avez un pays qui est rasé, vous ne produisez rien. Et puis on vous demande d'ajuster. Vous savez qu'est-ce qu'un ajustement? Hein? Moi, quand je suis à l'école, on définit les mots. Hein? Il y a deux façons d'enseigner. Soit vous avez un texte, déjà une compréhension du texte, c'est à vous de développer la pensée. Ou soit, vous faites le méthode du tâtonnement, après vous allez chercher à vérifier les définitions de ces notions-là. Alors, et donc c'est du mensonge. On ne peut pas demander à un pays qui n'a rien de s'ajuster. C'est ici qu'il faut faire l'ajustement parce qu'on fait de la réhabilitation. On fait du travail factice. Il manque de débouchés. Et donc, il faut aller chercher, en tout cas, ailleurs. Bon, je prends encore l'exemple du port, notre port. Hein, c'est les boléros qui commandent. Vous savez qu'est-ce qu'un port? Ça répond dans un pays, c'est une façade maritime. Hein? C'est-à-dire qu'on n'est même plus dans notre propre pays. C'est ça que ça veut dire. On ne peut pas jouer, et puis des fois on a fait l'inverse. On est allé mettre le port dans la forêt. Moi, je ne comprends pas. Hein? Et puis là où il n'y a pas l'eau, le bateau a du mal à se frayer le chemin, à naviguer. Voilà comment est-ce qu'on fait l'économie dans notre pays, dans nos pays. Et puis quand on a dit ça, allez, ça y est, mbongue la moine. Non, il ne faut pas faire comme ça. Je pense que il faut que les Congolais, les Africains puissent bâtir leur propre pays. Hein, le développement ne viendra pas des autres, c'est pas vrai. Ça ne viendra pas des autres, c'est à nous de construire ce pays-là. Et quand on veut construire un pays, c'est pas avec les armes, c'est avec la paix, parce que la paix est essentielle au développement. Alors, donc, pour rebondir en France, vous croyez qu'il y a plus de fonctionnaires en France que dans le reste de l'Union européenne? C'est faux. Il y a plus de fonctionnaires dans les pays scandinaves, en Norvège, il y en a plus qu'en France. Et donc, c'est un tissu de mensonges. Il faut maintenant, avec les outils que nous avons de Google, de vérifier. Là, je viens de vous dire que la France, c'est quand même la 6e puissance économique d'après la banque. Je vous donne la référence de l'année pour ne pas parler dans les vides. C'est le rapport, en tout cas, de la Banque mondiale, datant de 2018. C'est la 6e puissance économique. Au niveau de l'Union européenne, c'est la 2e puissance économique après l'Allemagne. Maintenant, sur le plan démographique, c'est quoi? C'est la France qui vient après l'Allemagne. Donc, les autres pays ne peuvent que suivre. Donc, c'est à la France et à l'Allemagne de prendre des initiatives. Et donc, le programme de monsieur, comment on l'appelle, Mélenchon, est crédible. Ce qu'elle l'a fait en son temps. C'est chiffré en plus. Donc, la matière existe. Nous avons un existant. Maintenant, les comptables appellent ça la révision de l'existant. Hein? Période de révision de l'existant. On pourra vérifier, on pourra ajuster. Mais quand on veut être économiste. Hein? Alors, donc, moi, je pense que ce n'est pas la peine d'aller faire des discours dans les aéroports. Et je ne sais pas pour impressionner qui. Il faut avoir les débats dans le pays. Hein? Donc, il a raison, le bateau coule, on prend les airs, quoi. C'est ça que ça veut dire. Il faut avoir ce débat sérieux. Non? Tous ces candidats, si ce n'est pas Mélenchon qui donne le temps, qui parle, eh bien c'est comme ça qu'on fait des gens des dictateurs. Hein? Il faut qu'on les voit, il faut qu'ils existent, ils n'existent même pas. Hein? Oh, j'ai vu l'ancien président de la République, hein? Oh là là. Il avait l'habitude de dire que chaque matin, il passe pas son temps à rêver et de raser sa barbe en pensant qu'il sera président de la République. Mais là, je pense qu'il n'est plus président de la République, mais là, mon Dieu. En tout cas, on lui fait trop de misère. Hein. Il a été le dénant de la farce avec M. Mélenchon, non, M. Macron, Jupiter, qui a dit le pouvoir, ça ne se passe pas comme ça. Donc, M. Sarkozy, c'est pour aller dans tous ces États. Et donc, Macron, c'est Jupiter, c'est comme ça qu'il réfléchit. Il est jeune, mais il n'y a aucune sagesse, il ne faut pas attendre. Hein. Et on aura des vaccins ici à Gogo. On va arriver même à 6 vaccins. Parce qu'il y a tellement des enjeux, et des pharmaciens là-dedans, les big pharma, et bien nous allons boire les big pharma, on sera vacciné. Ça sera comme ça. Donc, il faut mettre l'équilibre dans les choses. C'est un scénario comme un autre. L'avenir n'est jamais que d'avance.
Le président, il a un pouvoir de dissolution, il va l'exercer, et donc il faut laisser Jean-Luc Mélenchon apporter les changements qu'attendent les pays, parce que j'ai vu le sondage, les Français veulent ça, le pouvoir d'achat, le salaire. Alors en quoi ça serait mauvais une augmentation de salaire? En quoi ça serait mauvais? Mais l'argent, on va le trouver. On ira s'endetter s'il le faut. Alors, c'est ça, ça existe, c'est dans les budgets de l'État, c'est comme ça qu'on fait. Ça, l'État, nation, c'est-à-dire les ressources, moi je pense que ce sont les impôts, avec la possibilité d'aller s'endetter. Maintenant, au niveau local, au niveau régional, c'est 3 lignes. Hein. Il y aura emprunt, dotation de l'État, l'État va en tout cas subventionner les villes qui n'ont pas assez d'argent, qui n'ont pas assez de moyens, et plus des impôts locaux. C'est comme ça que ça fonctionne. Les 3 lignes, déjà, c'est déjà bien. Et donc, il ne faut pas venir raconter que le programme n'est pas sérieux parce que Petit a pris la parole. Il a dit quoi? Il a dit quoi? Et moi, je suis allé le lire. Il a lu Ken comme moi. Et alors, comment on relance l'économie? Surtout qu'on est on est la deuxième puissance économique de l'Union européenne. On est le deuxième pays où il y a plus de gens. Mais comment on fait pour relancer? Mais la France a un mot à dire dans cette affaire-là. Après, les autres, ils vont suivre. C'est comme ça. Et donc, je pense que son programme est crédible. Ça. Donc, il ne faut pas aller chercher loin. Il ne faut pas écouter cette presse qui est, bon, je ne dirais pas corrompue, ou bien qui n'a pas de niveau. Bon, ils rentrent dans la facilité, la guerre, ils racontent que ça. Ils ne prennent pas de recul. Et voilà, je vais apporter quelques éléments pour enrichir, nourrir le débat, que de tourner sur les chiffres. Vous savez très bien qu'on peut faire dire n'importe quoi un chiffre. Moi, je suis statisticien des formations, je connais les chiffres, ce qu'on appelle le jugement des valeurs. Il faut calculer. Et quand on n'a pas calculé, on n'a pas le droit de venir dire des sottises comme ça. Ils sont entendus le dire, je ne sais pas crédible. Mais sur quelle base vous dites ça? Hein? Sur quelle base? Apporter des éléments. Maintenant, c'était au président de venir débattre. Alors moi, je pars dans la pensée du laboureur. Donc, quand on n'a pas sémé, on n'a pas droit à la récolte, il a fait le débat maintenant, ça sera sur ses dépens. Et les Français doivent écouter ceux qui s'expriment. Maintenant, celui qui ne s'exprime pas, ça c'est leur problème. Nous sommes dans une démocratie, il faut débattre. Ils ont fait des débats, et donc laissez Mélenchon 2 ans, s'il n'arrive pas à faire quelque chose, le président, il faut qu'il le dise clairement, je l'attends, et puis il y aura cette dissolution. Maintenant, si c'est la majorité relative sort des rangs de l'union de la gauche, eh bien, je pense qu'il nous fera le plaisir d'éviter cette crise institutionnelle, parce que depuis là, qu'il a été réélu pendant la République, je pense à M. Pence qui avait dit à M. Rocard, il ne s'agit plus de rêver, il s'agit de gouverner. Alors tout le temps qu'il a perdu avec ses femmes à Matignon, 1 mois, on ne sent rien, il a viré son premier ministre pour rien, il aurait dû attendre que l'élection législative ait lieu pour savoir où est-ce que la majorité devait basculer. Maintenant, il se pose la question, et ça lui échappe. Hein? Il est troublé. C'est tout à fait normal que l'autre dit tu prends les airs parce que le bateau coule. Hein? Il ne faut pas mettre les chariots dans les bœufs, bien sûr. Lorsqu'on découvre la machine, je l'entends bien, hein? Lorsqu'on découvre la machine, tout le monde est libéré, la vache va rire parce qu'on peut mettre les chariots dans les bœufs, et puis ainsi de suite. Mais comment on peut faire une telle chose comme ça? Il a viré Jean Castex, pourquoi? Est-ce qu'il avait la majorité parlementaire pour nommer cette dame-là? Pour quelle raison? C'est quelle démocratie ça? Et puis maintenant, il se pose la question, et il y a le feu, en tout cas dans le palais là-bas, et ça a pu se piétenir. Et parce que les Français, c'est le juge souverain. Les Français ont leur mot à dire, c'est pas le président, puisqu'il a dit que de toute façon, je vous emmerde. Il ne peut pas nous emmerder, parce que c'est nous qui lui donnons le pouvoir. Donc ça ne se passera pas comme ça. Si Mélenchon, qui n'est pas candidat, puisque l'autre dit n'est pas candidat, ça ne veut rien dire. Parce que M. Jean Castex, il était député, il avait un mandat national pour être Premier ministre. Et alors, même si Mélenchon est à l'écart, c'est lui qui dirige, et tout le monde, j'ai vu les députés, ils ont mis la photo de Jean-Luc Mélenchon. Comment veut-il qu'il aille chercher les socialistes pour les mettre là? Ça n'a pas de sens. La politique est une science. Hein? Donc, j'invite au président de la République de respecter la voix du peuple. Si c'est l'union de la gauche qui est devant, je ne vois pas très mal que Jean-Luc Mélenchon
qui n'est pas, semble-t-il, un républicain, mais il a été ministre dans ce pays. Il a fait un coup d'État, là où il était quand il était ministre. Donc, il faut arrêter ces genres de raccourcis. Je pense qu'on ne grandit pas la presse française. Bon, c'est pour le papier, on raconte tout et n'importe quoi. Et c'est pourquoi des fois je prends des distances de lire cette presse-là, parce qu'elle n'est que dans les mensonges, a inventé des histoires qui n'existent pas. On nous parle de mariage de Hollande. Qu'est-ce que ça va en période électorale? Et plusieurs fois on parle que de lui, il s'est marié après. Il est le premier à se marier. Hein? Il est le premier à se marier. Mais dit tant qu'il devait redresser la gauche. Maintenant, quand il voit que la gauche est réunie, il n'est pas content, il nous présente son mariage. Qu'est-ce qu'on en a à foutre de son mariage? Qu'est-ce qu'on en a à foutre de ça? Alors, les Français, ils veulent les prix du carburant l'essence que ça baisse, que ça soit à moins de 2%. Donc, il faut arrêter la guerre. Si la guerre, il dit tant que les céréales n'arrivent pas ici. Ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, la guerre n'est pas une bonne chose. Il faut que les Français aussi le comprennent. Généralement, ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Ah, Macron, après, ils sont allés le voter. Après, ils pleurent. Après, 10 jours après, on fait le sondage, ils ne sont plus d'accord. Bon, maintenant, il y a une deuxième chance. Il faut y aller. Il faut aller voter le changement. C'est utile. L'équilibre des pouvoirs dans un pays, c'est utile. On ne peut pas donner des pouvoirs à un seul camp. Surtout que c'est son dernier mandat. Donc, c'est lui laisser les mains libres comme ça. Ça va être comme une roulette comme ça. On va rouler sur nous. Et puis, ça sera comme ça. Non. On a cette chance-là d'être en démocratie. C'est le peuple qui a le dernier mot. Et donc, prenons notre bulletin, pas les armes. Ici, on n'a pas besoin des armes. Je pense qu'en France, on ne peut pas faire un coup d'État. Ça a failli arriver au général de Gaulle qui a failli prendre une balle, je ne pense pas. Oui, une petite gifle, ça arrive de temps en temps, mais je ne pense pas qu'on peut faire un coup d'État en France. Je ne pense pas. Donc, il ne faut pas diaboliser Jean-Luc Mélenchon. Il a été ministre dans ce pays. Il connaît les règles de ce pays. Sa 6e République, il n'en parle plus. Donc, ce n'est pas d'actualité. Pour le moment, nous sommes dans la 5e République. Même Mitterrand qui voulait changer les institutions. Quand on y rentre dedans, on y prend plaisir. On n'a pas vu Mitterrand encore toucher les institutions. Et donc, aussi, c'est ça, la vie politique. Alors, il n'y a que l'imbécile qui ne change pas la vie. Il n'y a que l'imbécile qui ne change pas la vie. Alors, donc, Jean-Luc Mélenchon, à part la 6e République, d'accord, on entendait, il n'en parle pas. Eh bien, nous sommes dans l'esprit de la 5e République, donc la cohabitation sera, en tout cas, d'actualité. Il y en a eu 3, donc ça devait se passer normalement. Hein, il n'y aura pas de coup d'État, je ne pense pas à ça. Donc, les Français, allez voter le changement. Voilà, c'est tout ce que je voulais ajouter dans le débat ce soir, parce que ça débat pas très sérieusement. On conteste pour contester. Maintenant, ceux qui sont autour de Jean-Luc Mélenchon, au lieu d'apporter des arguments pour convaincre, parce qu'il ne s'agit pas de parler pour parler, il n'y a que Jean-Luc Mélenchon qu'on entend. Donc, je voulais apporter en modeste contribution de dire que le programme est crédible parce que la France a un poids dans l'Union européenne sur le plan économique et démographique. Et puis voilà, merci beaucoup.